Salut tout le monde, aujourd'hui je suis au musée des arts décoratifs pour vous parler de l'exposition Marche et des marches. Marche et des marches. Et le truc qui est assez marrant quand on arrive, c'est waouh, la grosse chaussure type Ferragamo. Ça donne envie d'en voir plus. En général, quand on va au musée des arts décoratifs, on privilégie les escaliers parce que les ascenseurs ils sont un petit peu lents. Moi, je pourrais mettre. Toi, tu pourras mettre celle-là. Ce que je trouve génial avec les chaussures, c'est toutes les appellations qu'on peut avoir. On a tout ce qui est les galoches, les mules, les escarpins, les bottines, les souliers, chaussures, les derbies. On a vraiment plein de mots. Et c'est d'autant plus marrant qu'on a des chaussures qui sont variées en termes de goût, de couleur, de forme, de taille. Alors qu'à la base, c'est quand même pour protéger le pied quand on marche. Donc il y a quelque chose de très fonctionnel, très utilitaire. Et au fur et à mesure, dans le temps, c'est devenu un objet de distinction sociale. Donc c'est un petit peu comme les vêtements, de manière, ça fait partie un petit peu du jeu. Très belle chaussure ici. Donc voilà, on est vraiment passé d'un quelque chose pour se protéger à quelque chose pour se distinguer des autres. Ce qui est marrant aussi de se dire, donc là je suis face à une partie consacrée notamment aux chaussures Pinet, donc l'inventeur, en gros il a breveté un talon qui était en fait d'un seul élément. Donc en gros techniquement parlant c'était plus simple apparemment de faire les talons d'une seule pièce. Donc là je vous montre quelques pièces justement. Et l'autre chose sur laquelle je vais revenir et qui correspond justement à cet engouement du talon qu'on a depuis... ça commence déjà dès le XVIIe siècle avec Louis XIV. Mais le talon, en fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est que la chaussure est censée quand même nous aider à marcher, nous protéger du froid, nous protéger du sol. Et on a quand même créé le talon qui effectivement donc donne une belle ligne, en général une belle courbe, mais qui est quand même très compliqué à supporter au quotidien. Et ça, ça va s'amplifier au cours du 19e pour complètement devenir c'est devenu très important au cours du 20e siècle. J'ai trouvé la paire de chaussures dont je rêve. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Les magnifiques bottes. Elles sont, donc on les appelle les Yukigitsu, donc c'est des bottes japonaises et c'est de la paille de riz tressée, c'est incroyable. On est face à une vitrine où c'est super joli, ce sont en fait des boucles de souliers, donc en gros ce sont des boucles aussi bien pour les hommes que pour les femmes, donc en sachant que c'était en général une très belle ornementation qui pouvait être dangereuse dans le sens où c'était, comme vous pouvez voir, c'est des boucles qui peuvent être longues. Et du coup, quand on marchait avec ça, ça arrivait qu'on se blessait, qu'on se coupait la cheville. Du coup, il fallait marcher un petit peu les jambes un peu écartées. Donc c'était beau, mais c'était un petit peu dangereux. Donc là, les socs que je suis en train de vous montrer, donc patins ou socs, il y a deux types. Donc ça, en fait, c'est une manière très efficace de marcher dans la rue sans se salir les vêtements, sans salir ses chaussures, parce qu'effectivement, le trottoir est une invention anglaise et met du temps à arriver, notamment en France, mais bon, après, au-delà de la France, dans les autres pays, où il y a aussi ce même problème, c'est-à-dire comment on fait pour marcher dans la rue quand on a des beaux vêtements, des belles chaussures et que c'est dégueulasse, concrètement. Et bien voilà, on utilise des socs et des patins, donc ce sont en fait des chaussures permettant de mettre ses chaussures. Donc je vous montre une petite illustration. Voilà, donc là on a une dame et en fait, donc j'essaie de zoomer, elle a au pied des socs qui lui permettent de marcher sans abîmer ses chaussures. Donc comme vous pouvez voir, l'état de conservation est nickel de ces patins, de ces socs. C'est fort probablement déjà parce que c'est du cuir, donc c'est en termes de qualité, donc c'est de la bonne qualité, mais c'est surtout parce que en général ils marchaient pas sur de longues distances avec ça. En gros c'était du sortir de chez soi jusqu'au carrosse, concrètement. Voilà.
Certains éléments de cette salle peuvent heurter la sensibilité des visiteurs. Forcément, faut que j'y aille. Ah. Cette fameuse salle un petit peu secrète, qui peut un peu choquer le public. En fait, l'idée, c'est de parler notamment des pieds, des petits pieds des femmes chinoises. Donc, c'est une véritable torture pour les petites filles. Donc, en général, c'est à l'âge de 6 ans qu'on leur bande leurs pieds pour qu'ils atteignent. Pour qu'ils n'atteignent pas une certaine taille et qu'ils restent extrêmement petits. Donc ça passe notamment par le fait de briser le métacarpe. Il y a tout. Je connais pas très bien le processus, mais en tout cas l'idée étant effectivement, là vous avez un moulage de pied d'une jeune fille, d'une femme qui a eu le pied bandé étant petite. Et du coup, c'est ce qui fait les fameux petits pieds chinois. Et en fait, ce serait complètement fou de penser que ce n'est propre qu'à l'Orient et qu'à la Chine. On a fait ça aussi en France, donc peut-être pas de manière aussi catégorique, mais en tout cas, le pied mignon, notamment au 18e, c'est un petit pied. Et du coup, on a même eu des cas où certaines femmes ont dû avoir les orteils ligaturés pour que le pied ne se développe pas et qu'il reste petit. Parce que comme vous pouvez voir là, c'est tout petit en fait. Donc c'est propre, c'est aussi bien un problème, on va dire, oriental et occidental. Donc parce que le petit pied, c'est quelque chose de mignon, aussi en Occident, ça incarne la noblesse. On n'aime pas les péniches. Donc, du coup, moi je serais très mal barrée parce que j'ai des grands pieds. Je ne pourrais même pas mettre un orteil là-dedans, pour vous dire. Donc voilà, c'était la fameuse salle un petit peu, on va dire, choquante pour le public. Rien que là, vous voyez la taille. Donc là, c'est les petites chaussures, donc des femmes chinoises. Donc on bandait les pieds pendant moins de 2 ans. Et il y a aussi une autre raison qui n'a pas été vraiment clairement dite, mais ici nous avons l'illustration. Évidemment. Je plaisante pas vraiment par rapport à l'aspect, on va dire, érotique des petits pieds. Parce qu'un petit pied, donc en sachant que les pieds bandés, là, comme ça, en gros, l'idée c'est de ne pas dépasser les 10 cm. Donc je vous laisse imaginer, un pied qui ne fait pas plus de 10 cm. Donc non, c'est effectivement donc un signe, c'est érotique pour un homme d'avoir une femme qui a des tout petits pieds. Et en plus, la femme qui a des petits pieds, en gros, peut faire un bon mariage, contrairement à celles qui ont des grands pieds, des pieds normaux, on va dire. Et l'autre chose que je voulais vous dire à ce sujet, donc au sujet des petits pieds, c'est que évidemment, vu que les orteils sont complètement atrophiés, toute la partie avant du pied ne sert franchement à rien. Donc en gros, les femmes marchent grâce à leurs talons. Donc évidemment, elles ne peuvent pas beaucoup marcher et elles ne peuvent pas du tout courir. Beaucoup de petites vitrines sur le côté parce que je trouve que c'est là où il y a les choses les plus anecdotiques et intéressantes. Là, par exemple, vous avez différentes chaussures qui ont le même but, être le plus silencieux possible quand on marche. Donc il y a différents cas pour lesquels on veut être silencieux. Donc on veut être discret, ne pas faire trop de bruit. Donc il y a un côté, on va dire, négatif et un côté positif, bien et mal. Voilà, si on peut un petit peu être manichéen là pour le coup. Donc il y a un type de chaussure qui était en fait réservé aux cambrioleurs qui voulaient rentrer sans faire de bruit dans les maisons. Et l'autre en fait appartenait aux religieuses. Les religieuses qui ne devaient pas faire de bruit quand elles marchaient dans les couloirs et donc pour ne pas notamment déranger les offices, les messes. Donc je trouve ça super intéressant de voir deux types de chaussures qui ont la même utilité, la même finalité, mais pas pour les mêmes personnes, ni pour les mêmes raisons, les mêmes ambitions. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand il s'agit de chaussures avant le XXe siècle, pour faire simple, en général, on n'a pas de chaussures différenciées. En gros, on n'a pas de chaussures droite ni de chaussures gauche. C'est normal, ça n'existe pas. Même si les médecins le recommandent vers la fin du 18e, ils veulent qu'on commence à différencier sous les gauches, sous les droits, et en fait c'est mis en pratique
qu'au cours du 19e siècle, à la fin d'ailleurs. Et c'est même pas généralisé, ça s'impose, mais c'est pas encore complètement établi. Ça va vraiment s'imposer au cours du 20e siècle. Cool, en fait ce sont des chaussures antiques. Elles datent donc de la période hellénistique, donc elles sont grecques. Donc période hellénistique, 323-31 avant notre ère. Et du coup, donc c'était des chaussures portées par les femmes durant la Grèce antique. On reste dans l'Antiquité, sauf que là, on est en Égypte. Et c'est quand même faux de se dire que ces sortes de... ces souliers, ça ressemble à des tongs en fait, ont été portés il y a 1700 ans. Ce qui est génial au musée des Arts Décoratifs, c'est qu'ils prennent vraiment le sens d'expérience au musée très à cœur. Donc là, on a un moyen d'essayer des chaussures, des reconstitutions donc, de chaussures asiatiques ou occidentales qui sont franchement impraticables. Ce que j'ai trouvé particulièrement fort dans cette salle, c'est la mise en relation entre les chaussures qu'on utilise pour la danse et, de manière plus générale, les chaussures de soldats. Et je trouvais que vraiment cette mise en abîme avec des films, des soldats qui marchent, on est avec la danse, on est vraiment dans cette notion de rythme, de maîtrise de son corps pour réaliser certains mouvements. Donc il s'agisse de danse pour le plaisir, pour le plaisir des sens, de voir un beau spectacle, et l'aspect beaucoup plus militaire, beaucoup plus belliqueux du pas. On remonte un petit peu dans le temps. En fait, tout ce qui est chaussures importables, donc en gros l'idée c'est de mettre en avant la question de la soumission quelque part. Parce que tout ce qui est contrainte, c'est un petit peu comme pour le dos. Tout ce qui s'attache dans le dos peut être en lien avec la soumission. Et les chaussures, en fait, c'est pareil. C'est pour ça d'ailleurs que c'est rapidement devenu un fétiche sexuel. Et ça s'est développé notamment au cours du 19e siècle, la seconde moitié du 19e siècle, au Second Empire, où on a également le développement des plaisirs et des maisons closes. Donc on a tout cet univers-là extrêmement sexuel qui s'est développé. Donc on a là par exemple, qu'est-ce qu'on a? Donc on a une photo qui montre l'intérêt des chaussures dans l'univers érotique. Les bottes avec lacets. Ici, oh là là, vous voyez, le talon est plus haut que la chaussure. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, petite mule. Ici aussi. Donc c'est vraiment en lien avec ce développement des maisons closes. Donc, hop. Et avec le temps, on a continué cette sexualisation de la chaussure. L'un des meilleurs exemples étant Louboutin. Donc là justement, cette paire de souliers que l'on retrouve ici. Et justement dans une optique, on va dire, autre, dans une réflexion autre, les chaussures qui ne sont pas portables et qui sont en gros source de création pour les designers, les couturiers, tous ceux qui conçoivent des chaussures au XXe. L'idée étant justement de réfléchir à ce qu'est la chaussure et plus globalement à critiquer un petit peu cette société de l'apparence et de montrer aussi en avant les nouvelles technologies, donc comme là, ici, l'imprimante 3D. Je viens de finir l'expo Marche et Démarche. Dans l'ensemble, il y a plein de belles choses, il y a des belles chaussures, donc ça va ravir toutes les personnes qui adorent les chaussures. Ce que j'ai bien aimé, il y a cet aspect très sociologique qui est très, très présent. Même si des fois je trouvais ça un peu dommage, il y avait des parties très anecdotiques qui étaient mises sur le côté. Donc après, peut-être que c'est plus simple de mettre des très grandes vitrines au centre pour que le maximum de personnes puissent y être, et tandis que les petites vitrines anecdotiques soient sur le côté pour les personnes peut-être un peu comme moi, qui ont besoin de petites anecdotes comme ça. J'aurais
J'aurais bien aimé avoir plus d'anecdotes de ce type-là, notamment sur les chaussures de cambrioleurs et de religieux. Je trouve ça chouette. J'aurais bien voulu avoir plus de choses qui allaient dans ce sens-là. Il y avait je sais pas si c'est un parti pris, le fait qu'il y ait certaines chaussures de maisons actuelles éparpillées dans les grandes vitrines. Donc il y avait un côté trop discret, je trouve. Il y avait un côté un peu trop c'est mis là pour que ce soit présent visuellement sans pour autant l'assumer clairement. Donc après, c'est un ressenti là sur le vif. Ça se trouve c'était mieux expliqué que ça. Mais en tout cas, aussi, l'autre chose qui m'a un petit peu... Enfin, je reste un petit peu sur ma faim. Je pense que c'est un petit peu comme pour d'autres expositions de manière générale. Je trouve qu'il y a de moins en moins... Je dirais pas de contenu, mais moi, j'en veux plus. Enfin, quand je vais dans une exposition, bon, j'aime bien l'esprit synthétique qu'il peut y avoir dans les panneaux. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque à chaque fois un petit truc, que j'aurais voulu en avoir encore plus. Donc, bon, voilà, mais sinon, attention, c'est une bonne exposition qui... par exemple, voilà, si je devais la comparer, ce serait dans le même esprit sociologique, ce serait avec le dos, donc à Bourdelle. Et je trouvais que Bourdelle, c'était plus développé, c'était plus abouti. Alors que là, c'était une question de place aussi, hein, je sais pas. Mais là, pour moi, il manque un petit truc, il manque peut-être un lien aussi avec le vêtement, peut-être que c'était pas assez aussi lié. Mais après, les principales informations sont là, et vraiment, c'était une bonne exposition. Il y a tout, mais effectivement, voilà, il y a ce petit quelque chose où j'aurais voulu en savoir plus. Voilà, mais sinon, bonne expo. Et bravo, Musée d'Art Décoratif pour cette expo.